Bonjour esprit curieux, bienvenue dans ce voyage intellectuel. Aujourd'hui, nous allons décortiquer l'une des structures les plus influentes de nos vies, celle que nous tenons pour acquise, celle qui nous a formés, nous a modelés et peut-être, sans que nous nous en rendions compte, nous a également limités d'une manière que nous commençons à peine à saisir. Vous êtes-vous déjà demandé quel est le véritable but de l'école? La réponse qu'on nous a donnée est simple, nous préparer à l'avenir. Mais et si je vous disais que la conception originale de l'éducation moderne n'avait pas pour priorité votre créativité, votre pensée critique ou votre épanouissement personnel? La vérité est bien plus sombre. Réfléchissez-y un instant. Les rangées de pupitres, tous tournés dans la même direction. Les sonneries qui marquent le début et la fin de chaque activité, fragmentant le savoir. L'obéissance à l'autorité comme vertu suprême. Cela vous évoque-t-il un lieu qui encourage l'innovation ou autre chose? Une chaîne de montage peut-être? Le cœur du problème est le suivant. Le système éducatif tel que nous le connaissons est en grande partie un produit de la révolution industrielle. Son objectif principal n'était pas de former des artistes, des philosophes ou des scientifiques révolutionnaires. Son but était de produire en masse quelque chose de très différent, quelque chose dont la nouvelle économie industrielle avait désespérément besoin. Elle avait besoin de travailleurs, de personnes ponctuelles, obéissantes et capables d'exécuter des tâches répétitives pendant des heures sans remettre en question le système. Elle avait besoin de rouages parfaitement huilés pour la machine du progrès industriel. Et pour créer ces rouages, ils ont conçu une usine à esprit, qu'ils ont appelée l'école. Voyageons au 19e siècle. Les villes s'agrandissent, les usines dominent le paysage et une main-d'œuvre entièrement nouvelle est requise. Les cycles agricoles ou le travail artisanal ne suffisent plus. Il faut une mentalité de production de masse. Et cette mentalité devait être inculquée dès l'enfance, de manière systématique. Ainsi, le modèle d'éducation prussien, axé sur la discipline et la standardisation, est devenu la norme mondiale. Il a été conçu pour enseigner l'obéissance à l'autorité de l'État et pour que les enfants s'habituent à un environnement de travail contrôlé et hiérarchique. L'individualité était une erreur dans le système, pas un objectif. Le programme scolaire a été divisé en matières isolées, sans connexion apparente. L'histoire d'un côté, les mathématiques de l'autre. Cela entrave la pensée holistique, la capacité de voir le système dans son ensemble et comment ses parties s'interconnectent. Il est plus facile de gérer des spécialistes que des penseurs qui comprennent la vue d'ensemble. L'évaluation a été standardisée par des examens, des tests où il n'y a qu'une seule bonne réponse. Cela enseigne une leçon très dangereuse, que les problèmes complexes ont des solutions simples et uniques et que l'erreur est quelque chose qui doit être puni. La créativité, par nature, repose sur l'exploration et l'erreur. Des études en neurosciences cognitives nous montrent que le cerveau apprend mieux par le jeu, la curiosité et la connexion émotionnelle. La peur de l'échec, une constante dans le système de notation, inhibe en réalité les processus neuronaux associés à l'apprentissage profond et à la pensée créative. Elle nous enseigne à ne pas prendre de risques. Or, le monde a radicalement changé. L'ère industrielle a cédé la place à l'ère de l'information et de l'intelligence artificielle. Les tâches répétitives pour lesquelles nous avons été formés sont en train d'être automatisées. Le système nous a préparés à un monde qui, ironiquement, n'existe plus. Aujourd'hui, les compétences les plus précieuses sont la créativité, la résolution de problèmes complexes, l'intelligence émotionnelle et la capacité d'adaptation. Des compétences que le système éducatif traditionnel non seulement ne favorise pas, mais que, dans de nombreux cas, il supprime activement dans sa quête d'uniformité et de contrôle. L'accent mis sur la mémorisation des données en est un exemple flagrant. On nous oblige à retenir des dates, des formules et des noms, des informations que nous avons aujourd'hui à portée de main sur n'importe quel appareil. On nous apprend quoi penser, mais rarement comment penser, comment questionner ou comment synthétiser l'information. Pensons au concept de la sonnerie. Pendant plus d'une décennie de nos vies, une sonnerie nous dit quand commencer à penser, quand s'arrêter, quand manger et quand rentrer à la maison. Cela conditionne notre esprit à dépendre de signaux externes pour gérer notre temps et notre concentration, au lieu de développer l'autodiscipline interne. Cela nous mène à un phénomène bien connu des psychologues, l'impuissance apprise. Lorsqu'une personne est soumise à plusieurs reprises à un stimulus aversif qu'elle ne peut contrôler, elle finit par cesser d'essayer d'y échapper. Le système scolaire, en pénalisant l'erreur et la déviance, peut générer une passivité intellectuelle. Il ne s'agit pas de blâmer les enseignants. La plupart d'entre eux sont des personnes passionnées qui sont entrées dans la profession avec le désir d'inspirer. Cependant, ils sont eux aussi le produit et les prisonniers du même système, contraints de suivre un programme scolaire rigide et de préparer les élèves à des tests standardisés. La conformité est la règle d'or. Habille-toi comme les autres, pense comme on te le dit, suis le chemin préétabli. Obtiens ton diplôme, trouve un emploi, intègre-toi.
Toute déviation de cette norme est souvent perçue avec suspicion, tant par l'institution que par les pairs eux-mêmes, qui apprennent à se surveiller les uns les autres. La spécialisation précoce est un autre outil. En nous poussant à choisir une carrière très tôt, le système limite notre exploration des différents domaines de la connaissance. Cela crée des experts dans des domaines très spécifiques, mais souvent incapables de relier leurs connaissances à d'autres domaines, perdant ainsi la vision d'ensemble. La curiosité est le moteur d'un apprentissage authentique. Cependant, dans une salle de classe où le temps est limité et où les questions hors sujet sont considérées comme une distraction, la curiosité enfantine s'éteint peu à peu. On apprend qu'il est plus efficace et sûr d'attendre la réponse du professeur que de la chercher soi-même. Le résultat est une population qui, dans une large mesure, a externalisé sa capacité de pensée critique. On nous apprend à accepter l'information que nous donnent les figures d'autorité, qu'il s'agisse d'un professeur, d'un manuel scolaire ou plus tard d'un média, sans l'habitude de la questionner ou de la vérifier de manière indépendante. Cela crée un paradoxe douloureux dans le monde moderne. Les entreprises nées la société réclament des innovateurs et des leaders, mais le système censé les produire est conçu pour générer des suiveurs. Il y a une déconnexion fondamentale entre ce que le système produit et ce dont l'avenir a réellement besoin. Même la manière dont l'espace physique de la salle de classe est organisé renforce cette idée. Le professeur au tableau comme le seul détenteur du savoir et les élèves comme récepteurs passifs. Ce modèle de transmission d'informations d'un à plusieurs est obsolète dans un monde où la connaissance est collaborative et décentralisée. Et voici que nous arrivons au point le plus profond et le plus perturbant de tous. Le climax de cette révélation, le piège caché du système éducatif ne consiste pas seulement à vous préparer à un emploi obsolète. Le véritable objectif, le plus profond, est lié à la gouvernance et au contrôle social. C'est une question de pouvoir. Une population éduquée pour obéir, pour ne pas remettre en question les récits dominants et pour voir le monde en catégories simples de bien et de mal est une population beaucoup plus facile à gouverner. La pensée critique est, par sa nature même, une menace pour toute structure de pouvoir qui repose sur l'obéissance aveugle. Le système ne cherche pas nécessairement à créer des citoyens informés et actifs, mais des sujets prévisibles. Il encourage une mentalité de dépendance où nous attendons du gouvernement ou des corporations qu'ils résolvent nos problèmes, au lieu de nous autonomiser pour créer nos propres solutions de manière collective. C'est la raison pour laquelle la philosophie, l'art et les humanités sont souvent les premières matières à être supprimées en cas de coupe budgétaire. Elles ne génèrent pas de bénéfices économiques directs et, ce qui est plus dangereux pour le système, elles enseignent aux gens à poser des questions fondamentales sur le but, la justice et le pouvoir. La peur de l'incertitude est un autre produit de ce système. En nous habituant à avoir toujours un plan d'études, un programme et un guide, nous développons une aversion pour le vide, pour l'inconnu. La vie réelle, cependant, est chaotique et imprévisible. La créativité naît précisément de la capacité à naviguer dans cette incertitude. La compétition est un autre pilier. On nous apprend à concourir pour les meilleures notes, les meilleurs postes, les meilleures reconnaissances. Cela fragmente la solidarité et nous fait voir nos camarades comme des rivaux plutôt que des collaborateurs. Cela entrave la formation d'une véritable intelligence collective et nous isole. Alors, sommes-nous condamnés? Sommes-nous simplement les produits d'une programmation sociale initiée dès l'enfance? Pas nécessairement. Le premier pas pour échapper à un piège est de réaliser que l'on y est. La prise de conscience de cette conception est le premier acte de véritable libération intellectuelle. Le véritable apprentissage, celui qui vous transforme, se produit presque toujours en dehors des murs de la salle de classe. Il a lieu lorsque vous vous passionnez pour un sujet et que vous l'explorez par vous-même, lorsque vous voyagez et vous exposez à de nouvelles cultures, lorsque vous avez des conversations profondes qui remettent en question vos croyances les plus ancrées. Nous devons devenir des autodidactes permanents. L'éducation formelle vous donne un diplôme, mais l'auto-apprentissage vous donne la liberté. C'est le processus de désapprendre les limitations qui vous ont été imposées, puis de reconstruire votre propre cadre de connaissances basé sur la curiosité et l'expérience directe. Questionnez toutes, surtout les choses qu'on vous a dit de tenir pour acquises. Pourquoi l'histoire est-elle racontée de cette manière? Quels intérêts économiques se cachent derrière cette politique? Quelles hypothèses philosophiques soutiennent cette théorie scientifique? Les questions sont plus importantes que les réponses. Favorisez l'interconnexion des idées. Lisez sur la science, l'art, l'histoire et la psychologie. Observez comment les schémas se répètent dans différentes disciplines. Le véritable génie ne réside pas dans la profondeur d'un seul domaine, mais dans la capacité à jeter des ponts entre des îles de savoir qui semblent n'avoir aucun lien. Embrassez l'échec comme un outil d'apprentissage. Les scientifiques les plus brillants, les artistes les plus innovants, ont tous en commun une longue histoire d'erreurs. Chaque erreur est une donnée. C'est une boussole qui vous indique le chemin à ne pas prendre, vous rapprochant d'un pas de la solution qui, elle, fonctionne. Cherchez des mentors et des communautés, pas seulement des professeurs.
Apprenez de personnes qui réalisent des choses dans le monde réel. Rejoignez des groupes de discussion, collaborez à des projets. L'apprentissage est un acte social. Nous affûtons nos idées les uns contre les autres, comme des épées. La conclusion de ce voyage est claire. Le système éducatif n'est pas votre ennemi, mais il n'est pas non plus nécessairement votre allié dans la quête de votre plein potentiel. C'est un outil, et comme tout outil, il a été conçu dans un but spécifique à une époque spécifique. Aujourd'hui, cet outil est obsolète. Il ne s'agit pas d'abandonner l'éducation, mais de la compléter, de la hacker, de prendre ce qui est utile et de rejeter ce qui limite. La responsabilité finale de votre éducation ne repose sur aucune institution, elle repose sur vous. C'est à vous de la construire ou de l'accepter passivement. L'objectif final ne devrait pas être d'avoir une tête pleine de données, mais d'avoir un esprit bien formé. Un esprit flexible, critique, curieux et surtout libre. Libre des dogmes que d'autres ont tenté d'y installer. C'est la véritable graduation à laquelle nous devrions tous aspirer. Ainsi, la prochaine fois que vous réfléchirez à vos années d'école, ne le faites pas seulement avec nostalgie ou ressentiment. Regardez-les avec les yeux d'un analyste, d'un détective. Identifiez les schémas, comprenez la conception et, à partir de là, décidez consciemment quelle partie de cette programmation vous voulez conserver et lesquelles vous voulez réécrire. Rappelons que beaucoup des esprits les plus brillants de l'histoire, d'Einstein à Turing, ont souvent été en conflit avec le système éducatif formel. Non pas parce qu'ils n'étaient pas intelligents, mais parce que leur intelligence ne rentrait pas dans la boîte standardisée qu'on leur offrait. Ils voyaient au-delà des murs de la salle de classe. La pression pour la performance académique nous éloigne souvent de nos véritables passions. Le système nous demande ce que nous voulons devenir en termes de profession, au lieu de nous demander quel problème nous fascine ou quel type d'activité nous fait nous sentir vivants. Le quoi est priorisé sur le pourquoi. Ce modèle industriel ignore également la diversité des intelligences. Une recherche de l'université de Harvard, par exemple, a proposé la théorie des intelligences multiples, qui suggère que l'intelligence logico-mathématique et linguistique, les plus valorisées à l'école, ne sont que deux parmi de nombreuses autres façons d'être brillants. L'intelligence kinesthésique de l'athlète, le spatial de l'architecte, la musicale du compositeur ou l'interpersonnel du leader. Toutes ces formes de génialité sont souvent marginalisées ou considérées comme de simples passe-temps par le système, laissant un vaste potentiel humain inexploité, simplement parce qu'il ne peut être mesuré par un examen à choix multiples. La passivité est une autre conséquence subtile. Nous nous habituons à ce que la connaissance soit quelque chose qui nous est donné, qui nous est versé. Cela atrophie le muscle de l'initiative. Dans le monde réel, la connaissance n'est pas donnée, elle est recherchée, poursuivie, conquise par l'expérimentation et l'effort. Le système actuel se concentre trop sur les réponses et trop peu sur la beauté des questions. Une bonne question est un outil d'exploration, une clé qui ouvre des portes vers de nouveaux mondes. Le système, en nous donnant les questions et les réponses déjà formulées, nous prive de l'excitation de la vraie découverte. Pensons au jeu. Pour les enfants, jouer n'est pas une distraction, c'est leur principale méthode d'exploration du monde. C'est ainsi qu'ils testent des hypothèses, apprennent des règles sociales et développent leur créativité. L'école, en séparant rigidement le temps d'apprendre du temps de jouer, envoie un message erroné sur le fonctionnement de l'apprentissage. L'environnement d'apprentissage est également contre nature. Des heures passées assis sous une lumière artificielle, déconnectées du monde naturel. Des études en psychologie environnementale montrent que le contact avec la nature améliore la concentration, réduit le stress et stimule la créativité. L'école est en substance un environnement de privation sensorielle. L'essor de l'éducation en ligne et des ressources d'apprentissage ouvertes est une rébellion silencieuse contre ce modèle. Il permet aux personnes d'apprendre à leur propre rythme, de suivre leur curiosité et d'accéder au savoir des esprits les plus brillants du monde sans les filtres et les limitations de l'institution formelle. Donc, la tâche pour notre génération est monumentale. Il s'agit de concevoir de nouveaux modèles d'apprentissage pour l'ère numérique qui priorisent la curiosité sur la conformité, la collaboration sur la compétition et la pensée critique sur l'obéissance aveugle. C'est une réinvention totale du concept d'éduquer. L'éducation ne devrait pas être quelque chose qui vous arrive pendant vos 20 premières années. Elle doit être un processus qui dure toute la vie, une attitude de curiosité et d'humilité constante. Le monde est trop complexe et change trop vite pour dépendre d'un ensemble de connaissances acquises dans la jeunesse. Le système actuel confond souvent la scolarisation et l'éducation. La scolarisation consiste à fréquenter une institution et à suivre ses règles. L'éducation est le processus d'éveil et de développement du potentiel d'un esprit. Il est possible de passer des années de scolarisation et de n'en ressortir qu'avec très peu d'éducation réelle. Le piège, en fin de compte, est l'illusion que le chemin est tracé, que si vous suivez les règles et obtenez de bonnes notes, le succès et l'épanouissement seront garantis.
La vie réelle est bien plus sauvage et elle exige que vous dessiniez votre propre carte au lieu de suivre celle que d'autres vous ont donnée. La véritable éducation vous autonomise. Elle ne vous donne pas un poisson, mais vous apprend à pêcher. Elle vous donne les outils mentaux pour analyser le monde par vous-même, pour construire vos propres arguments et pour naviguer dans la complexité sans qu'une autorité n'ait besoin de vous dire quoi penser ou comment ressentir. Ce système crée également une aversion pour la lecture profonde. En nous forçant à lire des textes pour en extraire des informations en vue d'un examen, on perd le plaisir de la lecture comme forme de dialogue avec les plus grands esprits de l'histoire. La lecture devient une tâche, pas une aventure. Le conformisme intellectuel est subtil. Il ne s'agit pas de vous interdire de penser des idées radicales. Il s'agit de faire en sorte que ces idées ne vous viennent même pas à l'esprit. Le programme scolaire définit les limites de ce qui est considéré comme une pensée raisonnable et tout ce qui sort de cette fenêtre est tacitement ignoré ou ridiculisé. La séparation par âge est une autre tactique de contrôle. En regroupant les personnes par date de naissance, on empêche la transmission naturelle des connaissances entre les générations. Dans les sociétés traditionnelles, les enfants apprenaient des adolescents des adultes et les adultes des aînés. Cette ségrégation par âge favorise également une culture de la comparaison constante avec vos pairs. Votre valeur était mesurée par rapport à des personnes ayant exactement la même expérience et le même âge que vous, créant une bulle artificielle qui ne reflète pas la diversité du monde réel. Le manque d'éducation financière est un autre angle mort délibéré. On nous enseigne l'algèbre complexe, mais pas comment fonctionne un budget, l'intérêt composé ou les investissements. Cela crée des adultes très productifs dans leur travail, mais souvent analphabètes dans la gestion de leur propre capital, les maintenant dépendants. De même, l'intelligence émotionnelle est presque complètement ignorée. On ne nous apprend pas à comprendre ou à gérer nos propres émotions, ni à faire preuve d'empathie envers celles des autres. Cette lacune est la racine de nombreux problèmes sociaux et personnels, de l'anxiété à l'incapacité de collaborer efficacement. Le système privilégie la vitesse à la profondeur. Celui qui termine l'examen en premier est souvent considéré comme le plus intelligent. Mais la pensée profonde, la réflexion et la délibération prennent du temps. Le système nous entraîne à avoir des réponses rapides, pas nécessairement des réponses bien réfléchies. Le travail de groupe forcé n'enseigne souvent pas une collaboration réelle. Il enseigne comment gérer les membres de l'équipe qui ne travaillent pas, comment diviser les tâches de manière superficielle et comment présenter un produit final cohérent. La véritable collaboration est une synergie d'esprit, pas une simple division du travail. La dépendance à la validation externe est peut-être la cicatrice la plus profonde. Dès l'enfance, nous apprenons à rechercher l'approbation des figures d'autorité pour savoir si notre travail est bon. Cela peut créer des adultes qui manquent d'une boussole interne, qui mesurent à leur estime de soi par les likes, les promotions ou la vie des autres. La pensée critique réelle implique d'être à l'aise avec l'ambiguïté et le doute. Le système éducatif, au contraire, nous enseigne à rechercher la certitude. Il nous donne l'illusion que le monde est un lieu ordonné et connaissable, alors qu'en réalité, il est rempli de paradoxes, de contradictions et de mystères. Le système vous enseigne à suivre des recettes. Si vous faites A, B et C, vous obtiendrez le résultat D. Cela fonctionne pour la chimie de base, mais pas pour la vie. La vie n'est pas une recette, c'est un laboratoire d'improvisation. Elle exige que vous inventiez vos propres formules au fur et à mesure, souvent sans savoir quel en sera le résultat. L'uniformité du contenu est un autre problème. On suppose que tous les enfants, dans un même pays, doivent apprendre la même chose en même temps, sans tenir compte de leurs intérêts individuels, de leur contexte culturel ou de leurs talents uniques. C'est la logique de l'usine appliquée au développement humain et elle est intrinsèquement déshumanisante. La créativité n'est pas une matière qui s'enseigne 1 heure par semaine. C'est une façon de voir le monde, une attitude de curiosité et de jeu qui doit imprégner tous les domaines de l'apprentissage. En l'isolant dans des cours d'art, le système dit à l'enfant que la créativité est un extra, pas quelque chose de fondamental. La connaissance valorisée est presque exclusivement théorique et abstraite. La connaissance pratique, celle qui s'acquiert avec les mains, est souvent méprisée. Cela crée une élite intellectuelle déconnectée des processus physiques qui soutiennent le monde et une classe ouvrière dont le savoir n'est pas reconnu. Le système nous enseigne à être des consommateurs de culture, pas des producteurs. On nous apprend à analyser les poèmes des autres, à étudier les peintures des autres et à interpréter la musique des autres. On nous donne rarement le temps et la confiance pour créer nos propres œuvres de manière sérieuse et soutenue. Cette structure nous enseigne aussi une forme de pensée linéaire. Introduction, développement, conclusion. Cause à effet. Mais le monde n'est pas linéaire. C'est un système complexe, un enchevêtrement de rétroactions, de boucles et d'effets émergents. Nous avons besoin d'une pensée systémique, pas d'une pensée linéaire. L'histoire est présentée comme une série de dates et d'événements, non comme un réseau de récits conflictuels. On nous donne la version du vainqueur, une histoire simplifiée,
qui justifient l'état actuel des choses. On ne nous apprend pas à lire l'histoire de manière critique, à chercher les voix qui ont été réduites au silence. La science est enseignée comme un corps de faits établi, non comme un processus de doute et de découverte. On nous montre les résultats finaux, pas le chemin tortueux, semé d'erreurs et de débats qui y a mené. Cela nous donne une fausse image de la science comme une source de vérité absolue et incontestable. Le piège est si efficace parce qu'il nous convainc que c'est pour notre propre bien. Il nous dit que la discipline et la conformité sont nécessaires au succès. Nous intériorisons les règles du système au point de devenir nos propres geôliers, nous punissons de nous écarter du chemin. Rompre avec cette programmation demande un acte de bravoure. La bravoure de passer pour un idiot en posant des questions évidentes. La bravoure de suivre un intérêt qui n'a pas d'application économique immédiate. La bravoure de définir le succès selon vos propres termes, pas ceux que la société vous impose. Nous devons apprendre à jouer à nouveau, à expérimenter sans objectif fixe, à combiner des idées de manières étranges, à nous permettre d'être des débutants. L'esprit du débutant, comme on l'appelle dans le bouddhisme zen, est un esprit ouvert à toutes les possibilités, pas l'esprit de l'expert qui croit déjà tout savoir. N'attendez la permission de personne pour commencer à vous éduquer réellement. Internet a démoli les murs qui gardaient autrefois le savoir. Les meilleures bibliothèques, les cours des universités les plus prestigieuses et les communautés d'experts sont à un clic de distance. La seule barrière qui reste est votre propre initiative. Construisez votre propre programme d'études personnelles. Identifiez les compétences que vous voulez développer, les questions qui vous obsèdent et les sujets qui enflamment votre passion. Et ensuite, concevez votre propre plan d'études. Devenez l'architecte de votre propre esprit. Le monde a déjà suffisamment d'écho. Ce dont il a désespérément besoin, ce sont de plus de voix originales. Des voix qui n'ont pas peur de défier le consensus, de proposer des idées audacieuses et de parler pour ceux qui ne le peuvent pas. Votre voix unique est la ressource la plus précieuse que vous ayez. Alors, la question n'est pas de savoir si le système éducatif est bon ou mauvais. La question est, maintenant que vous comprenez sa conception et ses limitations, qu'allez-vous faire à ce sujet? Comment allez-vous revendiquer la souveraineté sur votre propre esprit? Le jeu est lancé. Cette connaissance n'est pas là pour générer du cynisme, mais pour autonomiser. Elle vous donne une nouvelle perspective pour comprendre vos propres luttes, celles des autres et celles de la société dans son ensemble. C'est une carte qui vous montre où sont les pièges afin que vous puissiez y naviguer avec plus de sagesse. Au final, l'éducation la plus importante est celle qui vous apprend à vous connaître vous-même, vos forces, vos faiblesses, vos préjugés et vos passions. Car ce n'est qu'à partir de ce noyau de connaissance de soi que vous pouvez commencer à construire une vie authentique et à contribuer de manière significative au monde. Nous avons voyagé de l'usine du 19e siècle au piège de notre propre pensée. Nous avons vu comment un système conçu pour l'obéissance entre en collision avec un avenir qui exige de la créativité. La conclusion est inéluctable. Nous devons devenir les leaders de notre propre éducation. Il ne s'agit pas d'une révolution bruyante, mais d'une évolution silencieuse. C'est la somme de millions de décisions individuelles de penser un peu plus de manière critique, d'apprendre quelque chose de nouveau chaque jour par pure curiosité, de questionner une supposition de plus. C'est ainsi que l'on change un paradigme de l'intérieur vers l'extérieur. Le système vous a préparé à être un rouage, mais vous êtes bien plus que cela. Vous êtes un esprit au potentiel quasi infini, capable d'apprendre, de créer et de transformer la réalité. Ne laissez pas un modèle obsolète définir les limites de ce que vous pouvez devenir. La prochaine fois que vous serez confronté à un problème, demandez-vous si vous l'abordez comme on vous l'a enseigné à l'école, en cherchant l'unique bonne réponse, ou si vous vous permettez d'explorer, de jouer avec les idées et d'envisager des solutions qui semblent impossibles. La réponse à cette question définira votre avenir. Votre esprit n'est pas un récipient à remplir, mais un feu à allumer. Et l'étincelle pour ce feu ne viendra pas d'une institution, mais de votre propre volonté de savoir, de comprendre et de grandir au-delà des frontières qui vous ont été imposées. Le véritable but de l'éducation n'est pas de vous donner les moyens de gagner votre vie, mais de vous donner une vie qui vaille la peine d'être vécue. Une vie de curiosité, d'émerveillement, de connexion et de croissance continue. Une vie dont vous êtes l'auteur, pas seulement un personnage dans le scénario d'un autre. Se souvenir de cela est votre meilleure défense. Savoir que le système a une conception vous permet d'y naviguer sans en être la victime. Vous pouvez jouer son jeu quand c'est nécessaire, mais n'oubliez jamais qu'il y a un jeu bien plus grand et plus important à jouer, celui de votre propre et authentique réalisation. En conclusion, l'éducation actuelle, dans sa forme traditionnelle, nous prépare souvent plus à être des rouages qu'à être créatifs. Mais la connaissance de cette vérité n'est pas un point final, c'est un point de départ. C'est la clé qui ouvre la porte de votre véritable cellule. La question est, oserez-vous la tourner et sortir? Merci de m'avoir accompagné dans cette profonde réflexion, d'avoir osé questionner les fondements de notre société
et d'avoir maintenu vivante la flamme de la curiosité. Ce fut un honneur de partager cet espace et ce temps avec vous. Maintenant que vous connaissez le piège, comment pouvons-nous nous en échapper collectivement? Quelles idées avez-vous pour réinventer l'apprentissage? Abonnez-vous pour plus de voyages intellectuels et partagez vos théories dans les commentaires. Le dialogue est la prochaine étape.